Je vous propose qu'on démarre tranquillement ce webinaire. Bonjour et bienvenue à toutes et tous pour ce 6e webinaire du parcours littoraux de demain, s'adapter avec la nature. Donc, pour rappel, c'est un parcours qui est co-organisé entre les Life Artisans et Life Adapto Plus, donc respectivement portés par l'Office français de la biodiversité et par le Conservatoire du littoral. J'en profite pour excuser Pauline Malter qui, côté Conservatoire du littoral, n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais qui appuie sur l'organisation de ces webinaires. Donc rapidement peut-être, je vais repartager mon écran pour vous rappeler les règles concernant ce webinaire. Donc, comme les précédents webinaires du parcours littoral, je vous invite donc à poser vos questions dans la boîte Q&R, questions-réponses du webinaire, puisque les micros et vos caméras sont coupés. Donc, on prendra le temps de répondre à vos questions si vous en avez au fur et à mesure de ce webinaire. Et donc, pour ce webinaire d'aujourd'hui, je vais laisser la parole à Johanna Guérin, qui sera l'animatrice en charge de la thématique du webinaire qui nous réunit et qui va donc pouvoir se présenter et présenter les intervenants ainsi que le sujet d'aujourd'hui. Johanna, la parole est à toi. Merci beaucoup, Anaïs. Bonjour à toutes et tous. Ravie donc d'animer ce webinaire aujourd'hui. Johanna Guérin, je suis chercheure en sciences politiques à INRAE, à l'UMR Sage, en accueil à l'UMR Géo aussi depuis un mois. Je travaille sur la gouvernance des risques liés à l'eau et en particulier le risque d'inondation dans différents contextes en France et aux États-Unis. Et je développe donc depuis quelques années des projets de recherche sur la manière dont les solutions fondées sur la nature s'intègrent dans ces politiques publiques et la façon dont les acteurs, gestionnaires des risques ou gestionnaires de l'eau, s'approprient ce concept de solutions fondées sur la nature et la manière dont ces solutions peuvent être mises en œuvre dans différents contextes. Et dans ce cadre, je m'intéresse en particulier aux tensions et aux conflits qui peuvent émerger autour de la mise en œuvre de ces solutions. Donc moi, je travaille plutôt sur des terrains urbains et ruraux, mais je m'intéresse de plus en plus aux espaces littoraux, notamment à travers des travaux de recherche que j'ai menés en Camargue. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire qui est centré évidemment sur les espaces littoraux et qui croise les regards autour de la mise en œuvre des solutions fondées sur la nature sur ces espaces. C'est un webinaire qui fait une place très importante aux sciences humaines, qui sont particulièrement adaptées et particulièrement intéressantes pour éclairer et même parfois accompagner des gestionnaires qui veulent concevoir des solutions fondées sur la nature qui soient co-construites avec les habitants, co-construites avec les usagers des espaces littoraux, mais également qui éclairent aussi la façon dont la gouvernance de ces espaces peut se construire et en partenariat en particulier avec différents acteurs comme les collectivités locales, les associations ou encore les agences de l'État. Et donc, nous aurons aujourd'hui plusieurs interventions autour de ces enjeux. Notamment, nous aurons d'abord l'intervention d'Oscar Navarro, donc professeur des universités en psychologie sociale et environnementale, qui travaille à l'université de Nîmes et qui donc développe des travaux de recherche autour de l'analyse des facteurs psychosociaux et environnementaux qui interviennent donc dans l'évaluation et la gestion des risques. Et il s'intéresse en particulier à la manière dont les individus perçoivent les risques, mais aussi la manière dont les individus perçoivent la nature. Et cette double focale, elle est très intéressante pour nous et pour les espaces littoraux, car ce sont des espaces qui sont très exposés aux risques et où la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature peut dépendre ou être facilitée par la manière dont, par la compréhension de la manière et du rapport à la nature des usagers de ces espaces. Et donc, aujourd'hui, Oscar nous présentera la façon dont la psychologie sociale se saisit de ces questions de perception des risques et de perception de la nature. Puis, nous aurons un éclairage sur la manière dont on peut co-construire une vision territoriale, l'approche paysagère,
tel que adopté par le Conservatoire du littoral. Et c'est Victor Miramont, paysagiste indépendant, basé dans le Massif central, qui réalise et collabore à diverses études paysagères à grande échelle pour les collectivités territoriales, qui nous présentera cette approche. Victor, donc, il travaille beaucoup sur cette approche territoriale, mais il intervient aussi dans des questions d'aménagement à l'échelle communale, intercommunale ou privée. Et il conduit donc depuis plus de 15 ans des missions de maîtrise d'œuvre d'aménagement qui touchent les espaces publics urbains ou les sites naturels en lien avec l'accueil de visiteurs. Et depuis 2023, donc, il exerce en tant que paysagiste conseil de l'État attaché au Conservatoire du littoral. Et donc, il accompagne et assiste le conservatoire autour de l'approche paysagère. Et nous aurons un troisième éclairage donc d'Alexandre Richard, chargé de mission littorale à la région Occitanie, en charge de la mise en place du plan d'adaptation littorale pour le compte du plan Littoral 21, qui est donc un partenariat État-région Banque des territoires. Et Alexandre, donc, il est chargé de la mise en place de ce plan et de l'animation, et donc il va nous parler de la gouvernance qui a permis donc de construire et de mettre en œuvre ce plan littoral. Je voulais aussi excuser Hélène Révalette, maître de conférence enseignant-chercheur en économie à l'Université de Montpellier, qui devait être avec nous aujourd'hui, mais qui n'a pas pu se joindre à nous. Et donc, nous en sommes bien désolés, mais nous aurons sans doute d'autres occasions d'écouter ses travaux. Alors, je donne tout de suite la parole à Oscar Navarro. Bonjour à toutes et à tous. Je crois que je dois avoir le... Oui, ça y est, c'est moi qui ai le contrôle finalement de la présentation. Donc, merci avant tout de cette invitation. C'est un plaisir pour moi de venir partager un certain nombre de nos réflexions. J'espère pas complètement hors sol, effectivement. En tout cas, c'est une thématique qui me permet finalement de créer un lien entre deux axes de recherche, en fait, lequel donc Johanna a présenté. D'un côté, effectivement, la question des risques, de perception des risques, pour utiliser cette expression déjà classique, donc que je vais commenter. Et de la même façon, effectivement, beaucoup plus récemment, les rapports à la nature, à travers donc des perceptions ou des liens que nous pouvons établir avec voilà ce qui n'est pas humain, que de façon générale on appelle la nature, et plus spécifiquement éventuellement ces fameuses solutions fondées sur la nature, du moment où on parle effectivement de la gestion des risques. Donc effectivement la présentation va se situer un petit peu à la rencontre de ces deux thématiques. Donc, je vais dans cet ordre-là les présenter pour voilà essayer de terminer avec une réflexion concernant ce rapport à la nature et éventuellement les attitudes que nous observons, en tout cas du fait de nos recherches, sur ces solutions fondées sur la nature, plus spécifiquement dans ces milieux littoraux. Alors, je crois que c'est pas moi qui ai le contrôle finalement de la diapo. Si. Ah oui, ça y est, pardon. Il y a le temps de décalage. Donc voilà, j'aimerais commencer cette réflexion sur voilà déjà la perception des risques. Donc j'aimerais quand même, pour partir de quelques bases communes, en fait, on utilise davantage aujourd'hui la notion des cultures des risques qui a été définie de façon un peu formelle par un ensemble des collègues qui, pour le compte du ministère de l'écologie, en fait, ont porté cette définition que nous voyons ici et pour laquelle je souligne quelques éléments. Voilà, tout d'abord, c'est un ensemble des connaissances qui permettent aux acteurs, aux citoyens particulièrement, d'anticiper les impacts d'une situation, d'une menace et d'apporter des comportements adaptés. En cas de catastrophe, c'est une définition en fait qui nous rappelle que avant tout, il s'agit des connaissances, des savoirs et plus spécifiquement par la suite, on verra des perceptions également qui nous permettent finalement plus ou moins bien de faire face à des situations catastrophiques.
Quelques éléments, en fait, l'idée, c'est de considérer, alors dans cette perspective, cette approche de la culture des risques, dans un premier temps, c'est de quelque part assumer l'idée que nos modes de vie sont marqués par un certain nombre de risques. Ensuite, le fait que l'expérience des risques n'est pas seulement individuelle, même s'il existe des risques propres à certaines activités et à des individus pris séparément, mais que globalement, nous sommes collectivement donc exposés et puis touchés par ces phénomènes-là, dont l'aspect mémoire est important ici. Et puis éventuellement, et là plutôt le côté canadien qui préfère parler de la culture de la sécurité plutôt que des risques, puisqu'on est plus maintenant davantage, en tout cas d'un point de vue des sciences sociales humaines, à nous intéresser pas seulement si les gens perçoivent ou sont sensibles à des menaces qui sont indiquées, mais plutôt comment on va s'y adapter. Ce qui nous amène donc à la notion plus spécifique de perception des risques, en fait, qui je vais m'attarder un petit peu là-dessus pour évoquer finalement une notion qui est complexe, quoi que l'on puisse dire, et éventuellement contrairement à ce qu'on s'imagine, puisque voilà, parler des sensibilités face à un risque, ou plutôt les jugements que nous pouvons avoir individuellement ou collectivement concernant la dangerosité d'un événement. Voilà, et quelque chose d'assez complexe d'un point de vue social, mais plus particulièrement aussi psychologique, cognitive notamment. Donc voilà, on va revenir sur quelques approches théoriques en fait qui nous permettent de comprendre ou d'étudier cette fameuse perception des risques, mais nous sont rappelés qu'effectivement cette perception des risques n'est pas seulement la résultante d'une expérience directe et ou objective d'un événement, mais il s'agit également d'une construction sociale et c'est pourquoi on aura plus tendance, notamment dans notre discipline, la psychologie sociale et environnementale, de parler plutôt des représentations sociales d'un risque que véritablement ou seulement des perceptions. Voilà, dans ces préoccupations qui sont déjà anciennes en fait concernant la perception du risque, j'aimerais juste vous montrer comme ça rapidement et essayer de commenter très rapidement. L'idée, c'est pas de faire tout un cours, mais de montrer à quel point il y a plusieurs perspectives possibles. Donc, il y a une richesse. Si on reste plutôt sur la précédente image, ça va passer un peu vite. Des différentes approches en fait alors je sais pas si c'est moi qui ai la main, Anaïs, donc si on peut revenir en arrière. Ah voilà, bon il y a vraiment un décalage, désolé. Donc je disais des différentes approches théoriques, notamment en psychologie, mais d'ailleurs on pourrait les enrichir avec d'autres approches, d'autres disciplines des sciences sociales. Pour commencer avec une approche plutôt en lien entre l'économie et la psychologie, ou plutôt des collègues en psychologie qui travaillaient avec des économistes. Et donc lorsque ce paradigme dit de l'utilité espérée, qui interroge la perception du risque plutôt à travers ce calcul entre probabilité et probabilité d'un événement et la gravité de ses effets, une sorte d'évaluation, des calculs, je disais, qui faisons tous à un moment donné et qui a donné lieu d'ailleurs à cette expression qui est toujours d'actualité d'un risque comme étant éventuellement acceptable. Donc c'est une sorte d'équilibre, des balances en fait que l'on fait, un calcul encore une fois, pour considérer si un risque vaut ou pas la peine. D'une part, d'autre part donc ça bouge un peu trop vite. L'approche je sais pas comment ça s'affiche pour vous, mais là ça avance un peu trop vite. De l'utilité espérée, c'est-à-dire de considérer en fait qu'un risque. Anaïs, est-ce qu'on peut venir sur la diapo précédente? C'est pas moi qui ai la main en fait. Voilà, merci. Oui. Donc voilà, je disais, pardon, l'utilité espérée, désolé, ça m'a un peu perturbé. Alors l'expression véritablement des perceptions du risque, en fait, nous vient de cette autre théorie, ou plutôt paradigme dit psychométrique, parce qu'en fait, en psychologie, on a essayé de mesurer justement cette évaluation
non expertes que l'on fait des risques, des menaces annoncées et qui essayent d'intégrer effectivement des déterminants sociaux et culturels, et c'est pourquoi on peut apprécier des différences en fait entre les individus, plus largement entre groupes dans une même société, et notamment ça va permettre de considérer l'évaluation qui est faite par les experts versus celle qui est faite par les non-experts ou la version plutôt profane à travers une approche méthodologique très spécifique qui est la psychométrie en psychologie. Ensuite, cette approche a évolué en essayant d'intégrer la dimension sociale, en constatant également que le rôle joué par les médias, par les canaux des communications formels et ou informels, pourrait donner des effets assez intéressants d'amplification, voire d'atténuation du risque. Donc c'est ce qui permet de comprendre aussi que de façon générale, en fait, finalement, la perception du risque, elle est déterminée aussi socialement par le rôle des médias et qu'un événement peut être considéré comme étant ou surévalué comme étant un danger par rapport à d'autres qui sont sous-évalués, c'est-à-dire ça s'éloigne effectivement de l'évaluation à nouveau faite par les experts. Le paradigme cognitif, en fait, qui est devenu beaucoup plus connu récemment dans la culture française, parce que ici, on va s'intéresser à ces fameux biais cognitifs, c'est-à-dire qu'on part de l'idée que nous avons un jugement heuristique, c'est-à-dire plutôt économique, des situations auxquelles nous devons faire face. Et donc, un certain nombre de biais cognitifs ont été identifiés dans la littérature, tels que la représentativité de l'information, la disponibilité de l'information, et que finalement, nos jugements sont plutôt traversés par ces biais ou erreurs cognitives. Un mécanisme des traitements de l'information, que je disais donc économique et plutôt rapide et qui effectivement peut parfois donc montrer à quel point la perception que nous avons de certaines menaces ne correspond pas à la réalité. Et une dernière approche en fait, juste pour évoquer à quel point il y a une richesse finalement des théories sur ces questions-là. C'est ce qu'on appelle l'optimisme comparatif, en fait, qui permet d'identifier un mécanisme encore psychologique ou psychosocial de base, qui est notre tendance à évaluer les situations comme étant beaucoup plus possibles lorsqu'elles sont négatives chez les autres que pour nous. Donc, un biais d'optimisme social, notamment, c'est-à-dire les problèmes arrivent davantage aux autres qu'à moi-même, qui a été enrichi plus tard avec un biais d'optimisme aussi spatial, ailleurs qu'ici, temporel, plus tard que maintenant. Voilà, tout ça pour indiquer qu'effectivement, donc, la perception du risque renvoie à un processus ou à des processus très complexes et qui ne sont pas du fait d'un simple traitement individuel de ces informations, mais plutôt aussi une construction sociale et culturelle. En plus de cette question des perceptions du risque, en réalité, ce qui nous intéresse davantage aujourd'hui, comme je le disais, en sciences sociales humaines, c'est bien entendu la sensibilité que les individus, les groupes ont par rapport aux menaces qui sont évoquées, mais surtout comment on peut s'adapter. Donc, pour cette question de l'adaptabilité, de l'adaptation face au risque, en fait, il faut tenir compte de cette idée-là, qui, en fait, il y a une évaluation aussi de l'adaptation dans les sphères privées et dans les sphères publiques, qui constitue finalement l'adaptation de façon générale. C'est-à-dire qu'il y a comme une passerelle entre l'évaluation que l'on fait de la réduction de la vulnérabilité on va dire, dans ses propres espaces de vie versus ce qui se passe au niveau public et donc ce qui nécessite de la concertation, voire de la décision publique. Donc là, on parlera d'adhésion à ces mesures publiques d'adaptation versus l'idée d'un contrôle des mesures en fait qui sont propres du moment où les individus considèrent la nécessité de mettre en place ces adaptations. Bref, la question de l'adaptation nécessite donc aussi une réflexion détaillée parce que finalement il faut comprendre en fait qu'il y a une nécessité d'intégrer une réflexion au niveau intra-individuel, c'est-à-dire comment chaque individu
comprennent les situations et voient les solutions, mais également dans la construction sociale, que ce soit au niveau interpersonnel, mais même au niveau social, sociétal, beaucoup plus largement. Donc, dans ces contextes, dans ces quelques éléments des repères théoriques, en fait, et maintenant, pour passer aux illustrations, nous avons mené quelques recherches, en fait, concernant donc la perception des risques littoraux, et nous avons distingué pour ça, et les comportements de protection, donc, en tant que stratégie d'adaptation. Et nous avons distingué d'une part les deux types d'événements que nous avons traités séparément, c'est-à-dire les submersions d'une part, et puis l'érosion côtière d'autre part. Le territoire que vous voyez ici, sur l'image, en fait, a été interrogé. Nous avons donc créé tout un schéma théorique, un modèle, dans lequel, en fait, dans notre modèle d'analyse, nous avons intégré à la fois des variables objectives, physiques, pour définir en fait une forme de vulnérabilité et d'exposition en termes de proximité géographique et spatiale, et puis d'autres critères qui ont été mesurés à l'aide ou grâce à une collaboration avec des collègues géographes notamment. Ensuite aussi des variables plutôt dispositionnelles, psychologiques, mais également psychosociales, donc qui renvoient à une conception assez large de ces phénomènes-là pour interroger donc la perception du risque, l'intention comportementale et notamment l'intention de mettre en place des comportements de protection. Alors, lorsqu'on fait cette comparaison entre les deux types d'événements, donc je vous laisse découvrir avec ce schéma-là, on voit qu'il y a une prédominance finalement et la nature des événements va déterminer aussi l'évaluation du risque, mais également et surtout les stratégies de protection qui vont être développées, l'intention comportementale, notamment l'érosion que l'on considère comme un phénomène observable et long, est un phénomène au fait qu'on observe plus inclin à la préparation, donc à l'anticipation et effectivement le rôle joué par les aspects plutôt objectifs de la perception de ce risque-là va jouer un rôle important. J'insiste en fait sur l'intention comportementale, l'intention de mettre en place des comportements de protection. À l'inverse, la submersion marine étant un phénomène plutôt probable, hypothétique, soudain, rapide éventuellement, va être déterminé dans les stratégies de protection plutôt sur des variables psychosociales liées à la confiance aux institutions et plutôt le comportement des autres personnes, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on gère au moment venu et plutôt en fonction de ce qu'ils font les autres, de ce que les institutions nous disent de faire. Donc on voit là une différence finalement en termes psychologiques des réponses, d'évaluation et des réponses finalement à ces deux types de risques. Pour apporter d'autres éléments d'illustration, toujours dans ce même territoire des Loire-Atlantique, nous nous sommes intéressés plus spécifiquement sur la question de la perception du risque, mais sur un volet spécifique qui est le sentiment de vulnérabilité, c'est-à-dire à quel point les gens considèrent être vulnérables ou par rapport à ces risques, et notamment nous avons testé dans ces trois échantillons, Pays de Saint-Gilles, l'île des Noirmoutiers et Cap Atlantique, en fait, nous avons utilisé un avant et un après dans notre enquête qui était la présentation d'une carte d'érosion à 2100. Et nous avons mesuré, donc justement, là, il y a un exemple d'item, je me sens personnellement exposé à l'érosion côtière. Mais c'est pas qu'une question, c'est une série de questions qui nous ont permis de mesurer finalement ces sentiments de vulnérabilité avant et après l'exposition ou le fait de visionner cette carte-là. Donc on voit qu'effectivement le rôle des cartes, c'est ce qu'on essayait d'identifier d'abord avec nos collègues toujours géographes, en fait, c'est qu'il y a un effet justement de cette expérience de visionnage des cartes et lorsqu'on découvre les informations qui y sont présentées. Voilà, donc ça nous permet effectivement de voir des liens aussi entre la perception des risques d'érosion, ici particulièrement, avec notamment une augmentation d'émotions négatives,
mais en lien aussi positivement à l'attachement au lieu, c'est-à-dire que plus on est attaché à un lieu, plus aussi on perçoit quand même le risque d'érosion. Par contre, un lien négatif avec l'âge, c'est-à-dire que plus on a de l'âge, on va dire, on avance en âge, moins on perçoit le risque. Et le temps d'habitation, toujours le temps est un facteur plutôt qui va dans un sens négatif. Bref, ça nous donne des éléments d'analyse en fait qui vont dans le sens de la littérature, mais surtout, je pense, c'est des informations qui sont intéressantes par la suite dans la gestion finalement de ces menaces dans les territoires. Donc, concrètement ici, voilà, c'était les habitants des Noirmoutiers qui sont beaucoup plus sensibles si on les compare aux deux autres échantillons de cette étude. Alors, on parlait de vulnérabilité, mais c'est vrai que la notion de éco-anxiété, pour n'utiliser que cette expression qui est devenue assez connue, est de plus en plus utilisée dans ces recherches parce qu'en fait, on remarque que finalement, l'éco-anxiété, que l'on traitait avant ou jusqu'à il n'y a pas si longtemps comme un processus assez général et notamment lié aux personnes en fait qui avaient une sorte de préoccupation environnementale ou par rapport à l'environnement de façon assez importante, devient finalement une expérience beaucoup plus élargie, sans faire distinguo d'âge ni de niveau social, etc. C'est-à-dire que ça devient une problématique ou une caractéristique psychologique, une difficulté en termes de santé mentale importante. Alors nous avons pu mettre en lumière ce schéma que vous voyez ici, qui nous explique en fait que avant d'expérimenter finalement une éco-anxiété, c'est-à-dire dans le sens on va dire clinique du terme, c'est-à-dire présentant des symptômes ou des difficultés à dormir, à se relationner ou même à faire d'autres activités. Et il y a une forme d'éco-inquiétude, en fait, c'est ça qui nous intéresse ici. Parce qu'en fait, l'éco-inquiétude serait ce niveau, finalement, des consciences, des sentiments de vulnérabilité par rapport à ces menaces, à ces risques, qui peut soit déclencher une forme d'éco-anxiété dans le sens où je l'évoquais tout à l'heure, soit à l'inverse, donner lieu plutôt à un engagement pro-environnemental et quelque chose finalement des constructifs et qui a aussi, disons, des effets positifs en termes de santé mentale, un engagement environnemental ou social qui peut être intéressant. Donc ces notions d'éco-inquiétude ont été intégrées également dans nos recherches sur la perception du risque et l'adaptation dans les territoires littoraux et par exemple ici dans les communautés de communes de Sud-Vendée littoral, nous avons mené en collaboration avec Calixis et d'autres partenaires en fait, nous avons identifié que un score de éco-inquiétude ou de perception de la crise environnementale était en lien avec l'âge notamment, donc plus importante par rapport aux plus jeunes et qui diminue en fait plus on avance en âge et ce qui explique également par la suite aussi donc des comportements ou des prises de décisions concernant l'adhésion à des stratégies d'adaptation comme la relocalisation qui était jusqu'à là plutôt mal vue et c'est ce qu'on voit qu'effectivement globalement la relocalisation dans cette expérience, dans cette enquête en fait devient une stratégie qui est plutôt on va dire acceptée, facilement acceptée, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, sauf en tout cas pas autant notamment pour la partie la plus littorale de cette communauté des communes. Donc, pour avancer, et d'autres expériences nous montrent qu'une expérimentation que nous avons menée également pour tester des stratégies d'adaptation, notamment face à l'érosion du littoral, donc et avec des grandes classiques, la lutte active, le laisser-faire et à nouveau la relocalisation, avec un scénario qui était présenté à nos participants, construit dans le cadre d'un certain nombre d'ateliers. On observe en fait comme résultat que finalement la relocalisation est une stratégie qui est plutôt acceptée, la plus acceptée si on les compare aux autres, et la temporalité est importante, c'est-à-dire que éventuellement dans l'urgence on est toujours à accepter ce qu'on appelle la lutte active, mais
de façon définitive ou à mettre en place dès que possible, ça serait effectivement la relocalisation. Bien entendu, les facteurs qui peuvent expliquer la tendance à aller vers ce type de solution, ce serait toujours donc l'attachement au lieu et la confiance que nous avons avec nos experts. Je sais plus, j'ai pas regardé le temps, donc n'hésitez pas à me dire si je n'abuse du temps des paroles. En tout cas, ça me permet, voilà, d'aller maintenant sur cette deuxième idée qui était de maintenant interroger la nature comme étant éventuellement source aussi des solutions, donc les fameuses solutions fondées sur la nature, mais en partant encore une fois d'un point de vue assez théorique, assez paradigmatique en psychologie, pour interroger finalement ce lien avec la nature et en quoi ce lien peut être à l'explication d'une attitude favorable ou à l'inverse, contraire en fait à ce type de solutions. Donc je commence pour rappeler quelques éléments théoriques en fait qui me paraissent nécessaires en tous les cas. Pour moi, je pense que cette photo que j'ai choisie ici, elle parle d'elle-même. Il s'agit d'une salle d'accouchement. Alors, ce que vous voyez au fond, c'est une image de nature. Et donc, l'idée, c'est de considérer que la nature, alors, et pas n'importe laquelle, c'est une belle dune, et donc la mer, pour rester dans la thématique, parce qu'effectivement, on peut considérer, et ça c'est un grand classique de nos connaissances déjà, un effet restaurateur d'une forme de contact avec la nature. Alors, ce qu'on suggère ici, c'est qu'un contact direct, et ça je pense que personne ne pourrait dire le contraire, mais un contact indirect aussi, on peut identifier des résultats du même type. Donc, deux grandes théories classiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, la théorie de la réduction du stress, et la théorie des restaurations de l'attention, en fait, nous rappelle que sur les aspects affectifs, et sur les aspects cognitifs, en fait, cette exposition, ce contact avec la nature, des éléments de nature ou des environnements naturels ont un potentiel ou ont cette capacité de nous permettre de récupérer effectivement ces ressources, cette énergie à la fois, donc je disais, affective et cognitive. C'est des recherches assez classiques avec énormément d'illustrations et plutôt consensuelles sur cette idée-là. Mais là, je pense que on est tous convaincus de cette idée-là, mais c'est bien de rappeler que c'est formellement, voire scientifiquement démontré. Et même dans des cas, des environnements de nature assez alors extrêmes ou plutôt dans des milieux hostiles. Donc là, bon, pour la petite illustration, c'est un travail mené par des excellents collègues et amis mexicains qui ont osé en fait amener leurs étudiants dans ces environnements. C'est le désert, c'est le nord du Mexique, en frontière avec les États-Unis. Voilà où c'est très aride, très sec, mais voilà des environnements naturels assez sauvages. Et même dans ces conditions-là, les collègues ont pu identifier qu'il y avait une augmentation du fait de cette expérience dans ces milieux naturels, de ce qu'on appelle donc maintenant un sentiment de connexion avec la nature. Donc la connexion avec la nature, pour l'illustration dans cette étude, a été mesurée avec 3 échelles différentes, dont 2 ont montré effectivement une augmentation avant et après l'excursion, donc la sortie des terrains. Ils ont dormi sur place, etc. Donc on montre qu'effectivement il y a malgré tout, malgré les conditions de ces environnements, voilà, il y a quand même une augmentation de ce sentiment de connexion à la nature. Donc une première conclusion s'offre à nous, c'est de dire que ce contact avec la nature, même des environnements qui peuvent être assez rustiques en fait, permettent une augmentation de la connexion à la nature. Ça a été démontré dans la littérature pour les résidents des territoires plutôt ruraux, lorsqu'on les compare avec des résidents des zones urbaines. Ça a été démontré aussi pour des gens qui vivent en milieu urbain, mais qui, des suites des expériences au milieu naturel, aller marcher, aller se balader, on apprécie donc une augmentation de ce sentiment de connexion à la nature. Donc la connexion à la nature également va jouer un rôle de médiation dans l'augmentation des émotions positives, conséquence de ces expériences de nature.
Donc, est-ce que il faut dire ensuite, c'est que effectivement la connexion à la nature permet d'augmenter ces effets bénéfiques de ces contacts avec la nature. Alors, la connexion à la nature, parce que je ne l'ai pas encore défini, on peut, à travers ces deux types de définitions qui sont légèrement différentes mais complémentaires, on peut la définir comme un sentiment de communauté, d'appartenance avec la nature, un sentiment d'inclusion de la nature dans son propre système de représentation de ce que nous sommes, donc de l'identité personnelle. On peut dire également que la connexion à la nature fait référence à une forme d'affinité émotionnelle, un sentiment, je disais tout à l'heure, d'un lien émotionnel profond avec la nature. D'ailleurs, certains auteurs vont parler d'une tendance innée de l'humain, et c'est la fameuse hypothèse biophilique, en fait, qui est mobilisée dans cette perspective-là. Bref, donc, une connexion à la nature, que je disais en fait, permet d'augmenter ces bienfaits du contact avec la nature. Cependant, il faut qu'on garde en tête qu'il y a dans cette idée de bienfait ou bien-être par rapport à la connexion à la nature, qu'en fait, on doit identifier deux types de bien-être. Le bien-être hédonique, que l'on peut rapidement définir ou décrire comme cette recherche du plaisir, du confort du moment, et puis le bien-être eudémonique qui fait référence à un bien-être plutôt transcendantal, si on veut, une forme de satisfaction globale avec la vie et qui est en lien aussi à des formes d'altruisme. Bref, ce que j'essaye de montrer dans cette graphique, ce que nous observons et qui a été confirmé par la suite, c'est que ce bien-être hédonique auquel on pense plus facilement en général lorsqu'on pense au bien-être, ce plaisir du moment, de partager dans un lieu naturel, etc., en fait, ne s'explique pas avec la connexion à la nature, mais plutôt avec le contact avec la nature. La connexion à la nature, cette variable psychologique dont je parlais, en fait, elle va expliquer plutôt le bien-être hédonique, c'est-à-dire cette forme de satisfaction globale, transcendante en fait par rapport à l'expérience des vies. C'est pourquoi nous avons pu identifier que finalement la connexion à la nature en lien avec une forme de spiritualité non religieuse, je suis un peu obligé de l'indiquer, de spiritualité, explique l'augmentation des comportements dits durables, c'est-à-dire des comportements environnementaux, mais également des comportements de prosocialité, d'altruisme, de frugalité, et qui vont ensuite apporter du bien-être. C'est-à-dire que c'est à travers ces comportements, cet engagement environnemental que le bien-être en fait est expliqué. Alors tout ça pour indiquer qu'effectivement ça nous permet d'avoir un cadre théorique pour comprendre donc à quel point nous pouvons être, et d'ailleurs ça incite à penser que de façon presque innée, nous serions tous en acceptation, ou nous aurions tous une attitude favorable à ces solutions fondées sur la nature, du fait de tout ce qu'on vient de dire par rapport à ces environnements naturels. C'est un peu ce que nous avons démontré avec notamment la participation à une étude dans le cadre d'un projet européen, Rewrite, qui nous a permis de tester dans un premier temps cette idée-là. Alors c'était dans l'histoire de la Loire, où nous voyons qu'effectivement, lorsque un score de connexion à la nature explique cette acceptation des solutions fondées sur la nature, une attitude favorable à ces solutions-là, et puis de la même façon, un lien positif avec les services écosystémiques qui peuvent être identifiés de cet écosystème intertidaux que voilà, j'ai pas mentionné, mais que vous voyez dans les photos. C'est des écosystèmes qui sont assez particuliers, qui sont à protéger parce que justement on essaye de considérer tout ce capital important et la nécessité de les conserver. Et donc on aura tendance à moins accepter des solutions dites grey, donc plutôt tout le contraire de la nature pour l'occurrence. Cependant, il faut garder quand même en tête que ce rapport à la nature, bien que je viens de l'identifier comme quelque chose d'assez universel, propre à l'espèce, il faut quand même se rappeler que notre rapport au monde et notre rapport à la nature est également traversé
et ça va être mon propos de la fin, par ce qu'on appelle le système des croyances et des valeurs qui nous sont propres, mais qui nous sont aussi partagés du fait de nos groupes d'appartenance, de ce que nous sommes socialement également. Voilà une première ici dans cette image. En fait, il y a cette schéma conceptuel qui nous montre en fait que dans cette taxonomie des valeurs d'un auteur assez classique, Schwartz, en fait, lorsqu'on se situe plutôt dans une dimension des valeurs dans laquelle c'est centré sur l'individu ou plutôt décentré de l'individu. Alors ici, on parlera d'affirmation de soi ou dépassement de soi. On voit que finalement, et par rapport à la nature, on peut développer des valeurs qui sont soit hédonistes ou égoïstes dans l'affirmation de soi, ou à l'inverse, des valeurs plutôt altruistes, voire biosphériques, lorsqu'on est plutôt dans une perspective de dépassement de soi ou décentré de soi individuel. Bref, c'est ce qui donne lieu à ce que nous, schématiquement ici, considérons voilà, ce rapport à la nature, finalement, peut être une nature à dominer, mais une nature à protéger. C'est-à-dire que cette fascination pour la nature, ce rapport plutôt positif avec la nature, n'est pas du même ordre selon qu'on présente culturellement des valeurs d'une particularité ou de l'autre. Donc c'est beaucoup plus subtil et il faut garder une attention par rapport à cela. Et pour compléter et terminer, donc nous avons aussi des croyances concernant les environnements, notamment naturels, et qui vont déterminer un rapport finalement au monde. Et nous avons ces trois catégories en fait dans cette interaction humaine-nature en fait qui présente finalement une polarité. Soit on peut avoir un système des croyances dites anthropocentrées, dans lesquelles on considère que l'humain a un devoir de domination sur la nature, donc pas de domination, d'exploitation. Une croyance, un système de croyances plutôt égo-biocentré, dans lesquelles on va valoriser la nature parce que du fait de ce qu'elle nous apporte aux êtres humains. Et donc là, on est dans une perspective voilà, des services écosystémiques. On va quantifier, on va protéger ces écosystèmes qui présentent des services, pas forcément tous les écosystèmes, donc, et finalement, ces systèmes de croyances biosphériques qui conçoivent la nature ou la valeur de la nature intrinsèque par ce qu'elle est et non pas par ce qu'elle procure. Et donc, on est dans ce système de croyances. Finalement, et pour conclure, désolé si j'étais un petit peu long, donc d'une part, nous souvenir que finalement la perception des risques littoraux renvoie finalement à une évaluation non experte, une évaluation donc qui de menaces et des risques donc et des stratégies d'adaptation, mais qui est déterminée par un certain nombre de facteurs sociodémographiques, psychosociaux, politiques, sociologiques, etc. On pourrait y continuer. Bref, qui convient finalement de connaître, d'étudier, d'analyser. Et d'autre part, en fait, que l'adhésion que nous pouvons avoir finalement concernant ces fameuses solutions fondées sur la nature, elle est déterminée d'une part par le rapport que l'humain entretient avec avec la nature, désolé, et notamment considéré comme source de bien-être, mais que ce rapport avec la nature est aussi déterminé par nos systèmes des croyances et des valeurs et qui peuvent très schématiquement nous amener à avoir ce rapport soit des natures à protéger, soit des natures à dominer. Et voilà que ça permet de comprendre pourquoi, dans des cas très concrets, nous pouvons avoir finalement un rapport si différent et un niveau d'acceptation éventuellement ou d'adhésion à ces solutions qui peut être fondamentalement différente. Merci de votre attention et au plaisir de continuer la discussion par la suite. Merci beaucoup, Oscar. C'était vraiment très intéressant. Alors, j'en profite juste avant de poser quelques questions, de dire à toutes et tous que vous pouvez poser vos questions dans le carré QR qui est en dessous donc de votre barre Zoom. Et puis moi, je vais me permettre quelques questions. Donc, merci Oscar pour cette présentation très riche qui nous a permis de voir la diversité des apports de la psychologie sociale aux questions d'exposition au risque et de rapport à la nature. Donc, c'était vraiment
très éclairant. Donc, moi, je voudrais poser une question sur la spécificité des territoires littoraux et des solutions fondées sur la nature qui peuvent être déployées sur ces territoires, où on a en même temps une exposition forte au risque et en même temps un rapport à la nature sans doute assez spécifique et des croyances aussi à la nature sans doute assez spécifiques. Donc, tu as bien mentionné le fait que l'exposition au risque était dépendante donc de variables sociales, territoriales, individuelles, et que effectivement la connexion à la nature va dépendre aussi de différentes variables. Donc moi, je voulais savoir comment finalement ces deux types d'éclairage de la psychologie sociale peuvent être articulés sur les territoires littoraux où on peut vouloir mettre en œuvre des solutions fondées sur la nature. Et alors, moi, je pense que je suis plutôt optimiste dans le sens où un peu quelques illustrations ont montré qu'il y a une ouverture, il y a une écoute attentive, on va dire, de la part des habitants. En tout cas, on a quand même une expérience assez importante maintenant pour voir en fait qu'il y a il y a en tout cas, il y a une acceptation éventuellement, même si à chaque fois on a du mal avec ce terme, mais de mesures en fait diverses et variées. C'est-à-dire que ça, c'est un premier élément. Je pense que globalement, on accepte c'est une forme de richesse, c'est-à-dire on est sorti d'une forme de croyance comme quoi il y avait qu'une façon de se protéger, c'était voilà d'introduire des éléments durs, etc., voilà qui étaient rassurants. Même si on peut encore entendre ce genre de discours, je certainement, enfin, on est tous sensibles à cela. Ce que l'on observe, peut-être c'est moins dit de façon très explicite, mais c'est qu'on a déjà une capacité à comprendre qu'il y a peut-être bien l'intérêt à diversifier ces réponses-là. Ça, c'est un premier élément. Et c'est dans ce sens-là où ces solutions fondées sur la nature, en fait, de laisser plus d'espace à la nature, de par exemple la recomposition, reconstitution des dunes, voire le fait d'interdire des passages, enfin voilà, de la piétonisation, etc. Certains lieux. Ou comme dans le programme Rewide que j'ai montré tout à l'heure, l'idée c'est vraiment de renaturer, voire d'enlever d'activités économiques pour renaturer certains sites, pas forcément en France, hein, mais dans d'autres sites partenaires du projet. Donc en fait, du fait de l'intérêt que la nature a, euh, euh, aussi sur le plan que je disais, voilà, ce bien-être hédonique, hein, ça apporte des lieux comment dire là, des visites en fait pour aller marcher, etc. Bon bref, tous ces éléments-là sont favorables. Par contre, effectivement, il y a des réticences à certaines solutions fondées sur la nature, parce que il faut pas oublier que même en tentant d'idéaliser la nature aussi peut apporter éventuellement des éléments nuisibles, par exemple les moustiques, enfin bref, certains d'autres insectes nuisibles, etc. Et donc voilà, ça aussi, il faut l'intégrer effectivement dans la façon de présenter ou de proposer des solutions. Parce que quelque part, d'ailleurs, j'évoque des choses que j'ai entendues même en entretien, c'est que l'idée, ça serait pas non plus de revenir. Et là, je parle beaucoup des zones humides de la Méditerranée, voilà, comme avant, où c'était très humide, beaucoup d'insectes, notamment des moustiques, et donc des maladies. Donc là, il y a toujours effectivement ce rapport à la nature qui quelque part est assez paradoxal, dans le sens où la nature nous fait beaucoup de bien, mais elle peut nous faire aussi du mal, et ces côtés un peu sanitaires revient éventuellement à chaque fois. Merci beaucoup. Alors, je vais me permettre une dernière question autour de la question d'acceptabilité sociale. On entend souvent cette expression auprès d'aménageurs, de gestionnaires qui sont très friands et intéressés pour connaître finalement les manières de favoriser l'acceptabilité sociale. En quoi finalement la psychologie sociale peut permettre cela, mais finalement également en quoi est-ce qu'elle peut permettre aussi la co-construction et peut-être de mieux connaître les individus, les usagers qui fréquentent ces lieux pour permettre une co-construction.
Et finalement, est-ce que tu fais une différence entre acceptabilité sociale et co-construction? Oui, oui, tout à fait, hein. Ça renvoie effectivement à deux mécanismes, à deux objets complètement différents. Donc effectivement, c'est toujours compliqué parce que la notion d'acceptabilité, je l'ai dit tout à l'heure, était d'abord très ancrée à ces approches très classiques en économie, mais qui restent quand même assez pressantes dans ces formes des calculs plutôt experts, n'est-ce pas? Mais dans lesquels en fait un risque pouvait être même acceptable dans cette balance à un moment donné, voilà, coût-bénéfice d'ailleurs, c'est l'expression qu'on utilise, et donc le risque acceptable. Or, on a élargi cette idée d'acceptabilité, non pas au risque, mais aux mesures d'adaptation, donc ou aux stratégies ou au choix ou aux décisions politiques en fait et administratives en fait. Donc l'idée comment on les accepte puisqu'on les considère comme les bonnes. Donc là ici ce qui pose c'est la question finalement du rapport de mécanisme des prises de décision ou de ce lien entre celui qui décide et celui qui doit suivre ces décisions-là. Or, il y a un changement quand même culturel où on est moins dans cette idée de suivre sans trop poser de questions. Là, on est plus dans une forme de soumission. Hein, donc, en fait, la notion, pour dire les choses clairement, d'acceptation ou acceptabilité sociale, en fait, touche plus à cette idée de soumission. Les gens devraient suivre parce que les experts ont trouvé que c'était la meilleure solution. Donc, on devrait tout simplement suivre, se soumettre, quoi, pour utiliser cette expression de cette forme d'influence sociale qu'on étudie clairement en psychologie sociale. Or, on serait plus à considérer que, c'est pourquoi je parle plus d'adhésion, en fait, on peut mieux adhérer à ces mesures, à cette décision, à travers, ne serait-ce qu'une forme de stratégie argumentaire ou argumentative, je sais plus, voilà, du fait de la persuasion, du fait de la démonstration. Donc, on peut nous convaincre, effectivement, que c'est la bonne solution, voire aller encore plus loin vers ce que tu évoques, en fait, comme étant la co-construction. C'est-à-dire que ce processus de prise de décision intègre aussi les connaissances, les attentes, les intérêts en fait de une grande, sinon toutes les acteurs présents dans un territoire. Et donc là, effectivement, on est sur deux processus sociaux, voire psychosociaux complètement différents. Lequel est le plus désirable? Moi, je pense que ce serait plutôt le dernier. Donc c'est vrai qu'il faudra quand même qu'on commence à migrer de cette idée d'essayer de faire accepter aux gens les décisions, que plutôt les faire adhérer tout en passant par ces mécanismes plutôt participatifs qui sont d'ailleurs même considérés par la loi. Merci beaucoup et c'est ce qu'on verra dans la seconde présentation. Juste avant de passer à la seconde présentation, une question du public, donc je me permets de la poser, donc qui nous vient des Hauts-de-France. Donc, est-ce que la perception des risques varie en fonction du discours des élus? Est-ce que tu as travaillé sur cette question? On l'a pas traité directement, mais indirectement, je pourrais dire avec un grand degré de conviction qu'il n'y a pas des rapports, qu'il n'y a pas des liens, des corrélations entre certains discours des élus et certains niveaux de perception du risque. C'est-à-dire que c'est pas le discours des élus spécifiquement, mais plutôt ce lien des confiances qui est établi entre les administrés et l'administration ou les institutions de façon générale. J'ajouterai juste un élément ici qu'on a, alors pas seulement sur les thématiques littorales, mais plus généralement sur d'autres événements, c'est que les gens ne distinguent pas nécessairement des spécificités d'acteurs, mais plutôt l'idée de la confiance envers les acteurs qui est fondamentale dans cette gestion des risques. En fait, elle se fait globalement sur l'ensemble d'institutions. Voilà, donc il n'y a pas quelque chose de spécifique par rapport aux élus éventuellement ou les institutions purement politiques, mais voilà, les gens vont s'intéresser aux institutions de façon globale et d'ailleurs à tous les niveaux aussi, tous les niveaux, on va dire territoriaux, quoi. Merci beaucoup. Alors, je propose qu'on passe à la seconde présentation de ce webinaire pour qu'on puisse rester dans les temps. Et donc, on va écouter Victor Miraman qui va nous parler d'une manière donc de co-construire une vision territoriale par l'approche paysagère
qui est une approche qui a été adoptée par le Conservatoire du littoral autour de différents sites. Et donc, nous laissons la parole à Victor. Merci. Merci Johanna et bonjour à tous. Alors, est-ce que je prends le contrôle? J'essaye. Allez. Hop. Donc pour débuter, je voulais aborder un petit peu rapidement. Alors, est-ce que j'y arrive ou pas? Je crois que Anaïs, sinon, je vais te laisser faire. La main à Anaïs. Allez, je te laisse faire Anaïs. Donc je veux bien la première diapositive. Un premier point, voilà, bon, qui pose juste le cadre particulier du Conservatoire du littoral, donc qui est donc un établissement public créé en 1975. En fait, aujourd'hui, c'est 50 ans. Enfin, cette année, c'est 50 ans. Et donc dont l'objectif clairement est de mener en partenariat avec les collectivités locales une politique foncière qui va avoir pour objet la sauvegarde du littoral, le respect des équilibres écologiques et la préservation des sites naturels. L'objectif à terme étant de maîtriser le tiers naturel littoral de la France. Et politiquement, il s'était donné l'horizon 2050 pour y parvenir. Et donc, ce petit laïus d'introduction pour poser finalement la singularité de l'établissement en tant qu'opérateur foncier, qui pose d'emblée un cadre d'action très particulier et original qu'il faut bien garder à l'esprit pour la suite de la présentation. Je veux bien la slide suivante. Aujourd'hui, donc, le domaine du conservatoire, c'est plus de 800 sites, c'est à peu près 220 000 hectares sur l'ensemble du littoral français. Donc français dit de l'Hexagone, mais également ultramarin. Et donc qui est représenté un petit peu sur cette image, étant exclu d'ailleurs, n'est pas représenté le littoral guyanais, mais donc voilà, l'intervention du Conservatoire du littoral se porte sur ces ensembles-là, y compris également les rivages lacustres. On y reviendra tout à l'heure. L'organisation du conservatoire, donc c'est une direction centrale basée à Paris et Rochefort, et des délégations locales plus opérationnelles attachées à chacune des façades maritimes. Donc on a 10 délégations régionales depuis les Manches-Mer du Nord, Normandie, Bretagne, Centre-Atlantique, Aquitaine, Languedoc, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Lac et Outre-mer. Donc c'est une modalité d'intervention assez particulière avec un établissement à la fois centralisé, mais avec des antennes locales au plus près des territoires. Très clairement, et c'est indiqué dès la formulation de la loi qui a créé l'établissement public du conservatoire du littoral, l'objectif de préservation des sites naturels, ça pose d'emblée la question de la qualité paysagère comme un enjeu central qui, depuis 1975, guide les interventions du conservatoire. Donc cette place un peu incontournable du paysage dans l'action de l'établissement, elle se pose depuis les phases, j'allais dire, amont de stratégie d'acquisition, puisque c'est bien un établissement foncier, donc qui est là pour maîtriser le foncier littoral qu'il cible, jusqu'aux modalités de gestion de ces sites dont il donne la responsabilité de gestion à des partenaires, le plus souvent collectivités, mais qui peuvent être des partenaires également associatifs, en passant par l'ensemble des projets plus opérationnels d'aménagement et de requalification, positionne clairement le paysage au centre. Et donc ceci, aussi bien sur des littoraux maritimes et océaniques, donc là sur l'image, nous survolons la baie de Lancieux sur la côte d'Emeraude, mais aussi rivage lacustre. Donc c'est la diapo suivante, où nous nous trouvons sur les bords du lac du Bourget,
Et donc, effectivement, la stratégie d'intervention du conservatoire s'attache également au plan d'eau de plus de 1000 hectares. Donc on voit, alors un peu rapidement, et c'est peut-être un peu caricatural, mais en tout cas l'entrée paysagère du conservatoire, forcément la place de la nature et de la naturalité des sites est clairement un enjeu prépondérant. Et donc assez simplement, le paysage au sein de l'établissement conservatoire, il est vraiment appréhendé comme le produit visible et sensible d'une civilisation, et le jeu, c'est vraiment de s'attacher aux relations qui peuvent exister entre l'homme et ce morceau de territoire donné, au travers d'expériences paysagères. Et je rejoins un peu les approches qu'Oscar a avancées, jusqu'à des formes plus pratiques et d'attachement utilitaire au travers de certaines formes d'aménagement et pratiques. On pense notamment à l'agriculture, entre autres. Dans tous les cas, il y a sur l'ensemble des sites du conservatoire une forte dimension patrimoniale. On a voilà, les derniers comptages, c'est plus de 40 millions de visiteurs qui sont accueillis chaque année sur ces fameux 800 sites. Donc il y a un véritable enjeu d'articulation entre les projets portés par le propriétaire, en l'occurrence le conservatoire, et les visiteurs, riverains, habitants de chacun de ces sites. Pour essayer de structurer un petit peu cette approche paysagère et la place du paysage au sein de l'établissement, le conservatoire a validé et même remis à jour dans le courant de l'année ses orientations nationales. Alors je vous les présente un peu rapidement, c'est pas forcément le sujet de ma présentation, mais ça permet de poser et de mettre un petit peu des mots et des intentions sur la façon de faire. Et donc on a 8 grandes orientations qui scandent un peu la façon dont le paysage se positionne au sein de l'établissement. La première, donc, c'est intégrer l'approche paysagère. J'y reviendrai tout de suite après, au cœur de l'intervention du conservatoire, en quoi elle consiste, cette approche paysagère, et comment méthodologiquement les choses se posent, ou en tout cas comment le conservatoire invite les choses à se poser. Voilà. Ensuite, alors c'est forcément très lié, notamment au texte fondateur, au texte de loi qui préside à la création du conservatoire, mais c'est forcément donner priorité à la protection de la nature, puisque c'est l'axe prioritaire d'action de l'établissement. Ensuite, être au service du site et tendre vers la sobriété. Enfin, révéler l'histoire et la valeur culturelle des sites, ce qui rejoint mes propos liminaires sur la relation, et explorer ces relations entre ces morceaux de territoire que sont les sites du conservatoire et la réalité des populations qui l'habitent. Ensuite, il y a un véritable enjeu, vous l'avez compris, d'accueil du public, et pour lui faire vivre une expérience sensible et j'allais dire même émotionnelle forte. Et ensuite, donc les 3 derniers, alors plutôt sur une sorte qui ont émergé, j'allais dire, plus récemment. D'abord, avoir une vision à l'échelle du territoire. Donc ça, c'est quelque chose qui se structure et qui se renforce au fur et à mesure que le conservatoire maîtrise, que le domaine du conservatoire s'étend d'une certaine manière. C'est-à-dire que sur certains espaces du territoire littoral, le conservatoire devient, compte tenu de ses propriétés, un acteur incontournable, et dès lors, il a un poids assez considérable dans les projets de territoire qui peuvent s'y mener. Très en lien avec les sujets d'aujourd'hui, c'est pouvoir s'adapter à un contexte en mouvement, et voir comment dans ces façons de faire, le conservatoire est en capacité d'intégrer les problématiques que par exemple le changement climatique lui impose, que toutes les questions les solutions fondées sur la nature nous soulèvent, et donc voir dans quelle mesure ces éléments-là peuvent nourrir le projet d'établissement, et dans ce sens, Adapto et Adapto Plus en est une facette.
Et enfin, la volonté claire de partager les intentions et de favoriser les démarches participatives, ce qui était peut-être pas à l'origine de l'établissement quelque chose de fondamental, mais qui le devient forcément de plus en plus. Donc pour aller un petit peu plus loin et rentrer doucement dans le cadre d'études, un petit slide un peu rapide sur l'approche paysagère. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a une petite brochure et un petit document de synthèse qui a été produit en 2017 et dont on fait l'article ici, disponible en ligne, qui s'appelle « Les paysages du conservatoire ». De la connaissance au projet, et donc très clairement, ça a été une façon de poser méthodologiquement la façon d'appréhender le paysage, et cette plaquette d'ailleurs a une déclinaison en formation interne et partenaire qui est poussée, appuyée et régulièrement animée par le conservatoire pour diffuser cette approche paysagère au sein d'abord du corps technique du conservatoire et également tous ses partenaires et notamment gestionnaires. Donc l'approche paysagère, elle s'articule un peu suivant une sorte de flèche du temps sur la vie du site depuis sa découverte primaire, j'allais dire, et donc cette reconnaissance sensible et partagée du site, essayer d'arriver à s'imprégner des lieux, comprendre et arriver à commencer à documenter ce qu'est le site en question dans toute sa complexité et en premier lieu dans sa sensibilité. C'est quelque chose sur lequel le conservatoire a très vite mis l'accent. Ensuite, deuxième phase, arriver à documenter et à croiser cette première approche sensible à des connaissances de sciences plus dures, ou les croiser avec notamment des approches plus liées aux sciences humaines, et contribuer à élaborer et à échafauder pour chacun des sites et des domaines maîtrisés par le conservatoire, et bien une documentation complète et en ce sens alimenter les représentations et construire, ou en tout cas conforter les représentations locales du paysage. Ensuite, on avance doucement, on se projette dès lors dans l'avenir de ces sites, et c'est là que les outils, j'allais dire, plus propres aux paysagistes se mettent en action, avec notamment un outil que je vais vous décliner un petit peu après à l'appui du cas d'étude du Marais de Brouage, mais qui est le schéma d'intention paysagère, qui est un peu ce point de bascule entre la connaissance et le projet, et qui permet de donner à voir, de mettre en récit l'évolution ou l'avenir d'un site, en essayant d'intégrer de manière le plus transversale possible l'ensemble de ces composantes, et de voir dans quelle mesure on arrive, dans le cadre du projet, à les infléchir, les améliorer, corriger certaines choses, ou laisser faire quand il s'agit de solutions fondées sur la nature, par exemple. On en arrive ensuite à différents axes en fonction des types de sites. Certains peuvent faire l'objet de projets d'aménagement propres, par exemple pour accueillir du public. Certains peuvent également se faire l'objet de valorisation ou d'interprétation, faire l'objet d'un aspect plus muséographique. Et en tout état de cause, tous les sites font l'objet d'une gestion attentive et adaptée et ajustée pour chacun, qui est confié donc à un organisme partenaire du conservatoire, le conservatoire n'étant pas gestionnaire de ces sites, étant simplement, et c'est déjà pas mal, le propriétaire. Donc pour éclairer cette approche paysagère, je vous propose bien de basculer vers le cas d'expérimentation dont le Marais de Brouage a fait l'objet dans le cadre du projet Adapto. Alors projet Adapto première génération, donc c'est quelque chose qui s'est déroulé un peu à cheval sur les années 2020, 2017, 2022. Et donc on est sur le Marais de Brouage.
Donc, pour vous le situer, on est au sud de l'estuaire de la Charente, sur l'ancien golfe de Saintonge, avec cet envasement des alluvions de Charente qui sont venus combler cet ancien golfe, et qui, au fil des siècles, a été transformé par l'homme. Alors, d'abord en marais salants, et puis, alors notamment par creusement et endiguement. Donc, c'est là où il y a eu les premiers ouvrages de protection, j'allais dire, du littoral contre ces assauts. Et aujourd'hui, clairement, on a un palimpseste historique très fort, où on arrive à lire toute l'histoire de l'évolution de ces espaces qui sont passés de parcelles salicoles au 19e, un aménagement plus agricole, avec une tournure de valorisation des sols plus liée à l'élevage extensif. La frange littorale étant plutôt exploitée par l'ostréiculture, et puis plus récemment où on a les cultures de céréales qui ont pas mal investi, notamment par les aménagements de drainage, on va dire le territoire rétro-littoral. Donc on a clairement un fort patrimoine historique, naturel et humain, et qui est un petit peu en sursis. Voilà, derrière une digue qui, depuis 2010, depuis les épisodes, alors Martin en 2011, Xynthia, et on est a subi des assauts, il y a eu des réparations, et en fait la situation Adapto sur ce site. Alors je veux bien, Anaïs, que tu restes sur la diapositive juste d'avant. La démarche Adapto sur le site, ça a été d'explorer en fait l'évolution de ce territoire au regard de cette fragilité des protections, qui, compte tenu de l'élévation du niveau de la mer, a fait nécessairement, interroge en tout cas nécessairement l'évolution du trait de côte sur cet endroit. Et donc l'approche Adapto, c'est clairement une approche systémique qui a permis de faire se rencontrer ou faire croiser alors d'abord une approche gestion des aléas naturels, donc avec le travail de modélisation notamment conduit par le BRGM sur l'évolution au fil des décennies à venir du trait de côte, lié notamment à la fragilité des ouvrages, et comment finalement ce domaine rétro-littoral est susceptible d'évoluer. Croisé également à des scénarios d'évolution des habitats naturels, croisé également à une approche plus liée aux sciences humaines en termes d'exploration des perceptions sociales, et comment aujourd'hui l'ensemble du marais se reflète dans les représentations locales et les perceptions sociales des usagers dans leurs différentes catégories, que ce soit des habitants, des touristes en visite, des techniciens impliqués sur le secteur, des agriculteurs impliqués dans l'usage des sols. Voilà, et donc il y a eu ce travail un peu fondamental qui a été mise en place d'études thématiques, et l'approche paysagère a également, dans ce cadre-là, apporté sa contribution, et a aussi œuvré à essayer de mettre en relation chacune de ces approches thématiques, et proposer déjà une mise en partage et une mise en récit en fait de ce projet au fil d'un scénario, de différents scénarios et d'évolution au fil du temps. Donc ce travail-là, qui a été conduit, donc je le redis, entre 2017 et 2020, a fait l'objet d'un certain nombre de temps d'échange, soit sous forme d'ateliers, soit sous forme de sessions de terrain, pour co-construire cette matière, la mettre en partage, la mettre à l'épreuve du terrain, et puis aussi par certains biais la diffuser.
Et en tout cas, l'approche paysagère en termes de connaissance du milieu et de formalisation du projet a été une sorte de fil rouge de l'approche. Et donc, suite à cette mise en partage, il y a eu un travail donc de synthèse du projet qui a donc autour de l'outil schéma d'intention paysagère, qui est vraiment un peu l'outil clé qu'utilise le Conservatoire du littoral sur l'ensemble de ses sites, et donc qui a essayé de mettre en image et mettre en récit eh bien l'évolution de ce territoire suivant 3 étapes, en essayant d'intégrer toutes les modifications subies par le territoire par le fait de laisser finalement dépolvériser, on va dire, l'espace du littoral du marais de Brouage, et toutes les incidences et répercussions que ça peut avoir sur le territoire en termes de submersion, de relocalisation d'activités, relocalisation de tracés de sentiers, relocalisation de certains équipements de découverte ou de sensibilisation, et aussi de recréation, d'accompagnement de la création de ce nouveau paysage littoral au sein du marais de Brouage. Donc, tu peux éventuellement passer l'étape 2, qui montre le passage où elle est intitulée Accueillir l'eau, et on a une première entrée maritime et salinisation des espaces, pour arriver à l'étape 3, où on finalement conçoit durablement avec l'eau, et où là on a une sorte d'acceptation, si je reprends le terme, du retour de la mer sur ces terres-là, alors qui conditionne un certain nombre d'évolutions, mais qui aussi fait émerger ou fait naître un nouveau paysage qui est celui qui n'est plus celui du marais de Brouage, mais qui est celui du littoral de Brouage, avec l'entrée de la mer et la perspective de faire surgir un nouveau site à part entière. Donc voilà, au sein de ce travail, eh bien on constate assez simplement l'efficacité de la démarche paysagère. Je veux bien que tu passes à cette diapositive-là, où on voit que le projet Adapto, en synthèse, apporte une réflexion solide, pluridisciplinaire. Donc on a quand même derrière ces scénarios, c'est loin d'être une vision d'artiste, c'est vraiment à l'appui de données scientifiques. C'est également aussi à l'appui d'un partage local au sein de communautés d'acteurs mobilisés, et qui ont vraiment donné une réelle impulsion au territoire pour dynamiser ce projet de territoire. Et sachant que ce projet de territoire, il a permis en synergie l'élaboration du PAPI local sur le marais, et éprouver aussi des instances de gouvernance au sein des différents collèges rassemblés autour de ce travail de médiation et cette dynamique collective engagée. Donc on voit que grâce à ces connaissances, on a quand même, avec une certaine vertu, permis de réfléchir et d'anticiper sur un certain nombre de changements sur le territoire, et tout en proposant des solutions assez pertinentes, certaines fondées sur la nature, d'autres plus d'adaptation des usages, pour répondre aux enjeux qui vont se poser. Donc là, on le voit sur les décennies à venir, mais de 2020, 2040, 2050. Donc très clairement, l'intérêt de la démarche, on la voit, c'est vraiment la pertinence et l'efficience de la médiation qui est engagée, de la co-construction initiée,
c'est aussi de parvenir alors à un stade un peu programmatique, mais de tester l'opérationnalité et la faisabilité de certains axes d'intervention, dont les solutions fondées sur la nature comme la dépolvérisation. C'est aussi une base intéressante de communication qui peut de fait être développée et ouverte. Et donc à ce titre-là, il y a vraiment une forme de satisfaction dans cette démarche-là sur toute la dynamique qui a pu être impulsée. Pour autant, il y a une vraie question à poser. Je veux bien que tu passes la diapositive suivante. C'est que on est, alors c'est plus un questionnement, enfin en tout cas une limite qu'on peut laisser poindre, c'est que cette approche paysagère, clairement, elle mobilise, enfin donc là elle est mobilisée clairement dans le cadre de politique publique, et elle mobilise une sorte d'approche systématiquement d'approche commune, collective. On est sur la notion d'appropriation collective, et on a dans la façon d'amorcer et de poser le paysage comme un outil servant de support et servant à renforcer ce lien social. Et on a une tendance un peu à mettre une sorte d'acteur local habitant qui est un peu indissociable de celle du citoyen, et dont on suppose une participation active à la vie de la cité, enfin, donc en l'occurrence à la vie du territoire. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est toujours le cas, et est-ce que ce présupposé-là, il est véritablement représentatif de la représentation de la situation réelle du projet, et que on n'est pas un peu, en tout cas c'est le questionnement que je pose, on n'a pas tendance à schématiser trop, et donc lui assigner à l'habitant une sorte de place un peu restrictive. Et c'est vrai que le travail qui a été conduit dans le volet de la perception sociale, là, donc il y a eu un travail d'enquête assez fouillé. On a une sorte d'approche, alors qui est intéressante, hein, et qu'il faut pas dénigrer, mais qui est partielle à mon sens, dans le sens où elle est très généralisante ou globalisante, et donc ce qui pose peut-être, ce qui vient du coup titiller notamment des approches plus individuelles, et susciter aujourd'hui eh bien des formes de tension, ou des formes de crispation sur certains sujets. Et donc on est, alors je veux bien que tu passes la slide suivante. On voit que sur ce territoire en l'occurrence, on a au fil de la démarche, tout n'a pas été un long fleuve tranquille, et il y a eu des moments de tension, des sujets de controverse, et souvent c'est aussi lié à à mon sens, à ce petit défaut de systématiquement approcher sous l'angle du paysage l'intérêt général et le collectif, en mettant un peu sous le tapis toute la question des individualités. Et donc je positionnais de manière peut-être un peu brutale, mais l'idée de ne pas simplifier l'utilisation de la notion de paysage à une simple fonction diplomatique, c'est-à-dire ne pas utiliser le paysage juste pour dire regardez, c'est joli, venez avec nous, on vous embarque dans le récit. Et donc voilà, pour terminer mon propos, là où je donne quelques hypothèses, c'est qu'il serait louable, et c'est un peu l'objet qu'on essaie d'initier au travers sur certains sites Adapto+, d'arriver à faire que la méthodologie, notamment d'entrée en matière sur les sites, évolue et se réajuste, notamment sur notre façon de prendre en compte l'habitant, mais non plus comme l'individu citoyen que je vous citais, mais plutôt en le traitant avec une approche un peu plus mésologique, un peu plus en lien avec son milieu, et en essayant de faire en sorte que la démarche, elle s'ouvre à une forme d'individuation, et en tout cas à une compréhension d'expérience habitante ordinaire,
qu'on a un peu du mal à intégrer dans nos grandes démarches enthousiasmantes et qui emportent le collectif. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il faut annuler le collectif, mais qu'il faut arriver à faire cohabiter ces deux approches. Et donc, c'est clairement une volonté d'expérimentation, voire en tout cas de poursuivre l'expérimentation que porte le conservatoire dans le cadre d'Adapto Plus. Je pense notamment aussi sur les sites Grand Radeau, Bras-un-Vert et Lido d'Or sur le littoral camarguais. Et puis des choses qui se mettent doucement en place, puisqu'on en est au tout début de la démarche, sur l'estuaire de la Loire et le Val de Serre. Et qui rejoignent en ça d'ailleurs un travail de thèse en cours sur le secteur des salins de Giraud, également accompagné par le conservatoire. En tout cas, voilà, je vous remercie de votre attention et me tiens à votre disposition pour éventuellement échanger plus en détail. Merci beaucoup, Victor, pour cette présentation de l'approche paysagère, donc de ses intérêts et de ses limites. Alors, je suis désolée parce qu'on va pas avoir le temps de prendre de questions. Il y en avait pas du public. Moi, j'en avais préparé, mais on les gardera à une autre occasion parce qu'on est pris par le temps. Donc, je vais donner tout de suite la parole à Alexandre Richard pour nous parler d'un cadre de gouvernance littorale en région Occitanie. Merci Johanna. Bon, de toute façon, je vais faire le lien aussi avec les présentations précédentes. Donc voilà, la région Occitanie, là, dans le cadre du plan Littoral 21, a travaillé sur la mise en place d'un plan d'adaptation, justement en lien avec l'évolution des politiques de gestion sur le littoral. Bon, aujourd'hui, il faut anticiper, s'adapter, envisager des trajectoires de recomposition spatiale aussi. Cette dynamique, eh bien, en fait, elle intègre bien les solutions fondées sur la nature, qui prennent de plus en plus de place. Mais c'est le déploiement de toutes ces politiques, en fait, qui ont été au cœur de nos préoccupations avec le plan Littoral 21. Voilà. Et parce que la mise en œuvre de cette recomposition spatiale, elle peut pas se faire sans un cadre de travail adapté et sans une gouvernance adaptée. Et donc, c'est sur ça qu'on a travaillé ces dernières années. Donc, je vais revenir un petit peu sur la genèse un petit peu de la mise en place de ce plan d'adaptation avant de regarder comment il s'est co-construit avec tout un réseau d'acteurs et aujourd'hui quels sont les déploiements qui sont proposés, quelles sont les perspectives. Donc en Occitanie, voilà, par rapport à l'illustration qu'on voit à l'écran, il faut savoir que voilà, l'artificialisation héritée de la mission Racine accentuait les risques d'érosion et de submersion, qu'il y avait urgence à agir sur certains secteurs et qu'avant même la prise en compte des effets du changement climatique, la gestion souple du littoral s'est déjà mise en œuvre. Depuis les années 2000, il y a une mission interministérielle d'aménagement du littoral qui a permis d'identifier les secteurs prioritaires sur lesquels il fallait justement commencer à travailler sur des modes de protection. La gestion souple, elle a déjà été mise en avant dans ce cadre-là. Comme on le voit à l'écran, avec l'exemple en fait d'un chantier d'aménagement qui a eu lieu sur Villeneuve-les-Maglones, où en lieu et place de bassins aquacoles obsolètes, il y a une renaturation, une remise en valeur paysagère du site de la cathédrale de Maglones qui a été effectuée suite à cette mission, avec une reconstitution voilà, d'un cordon dunaire avec des lots de morphologie et de revégétalisation. Un autre secteur que vous connaissez bien, qui est aussi valorisé aujourd'hui par le Conservatoire du littoral dans le cadre d'Adapto, c'est les travaux qui ont eu lieu sur le petit et le grand travers, qui sont hérités justement de cette mission d'aménagement, de développement durable. Donc, tu peux passer voilà, à la suivante. En fait, ces chantiers, même s'ils intégraient déjà les principes du développement durable, ils n'étaient pas forcément associés à des politiques d'adaptation au changement climatique à ce moment-là. Et c'est vrai que voilà, le bilan un petit peu de tous ces aménagements qui ont pu avoir lieu entre 2005 et 2020 finalement en Occitanie, c'est d'avoir pu résoudre des problèmes, des situations d'urgence sur du court terme, d'avoir mis un petit peu de dépensement sur des plaies, d'avoir travaillé sur des secteurs prioritaires. Aujourd'hui, c'est tous ces chantiers d'aménagement qu'on essaye de valoriser comme étant des étapes d'action à court terme dans un processus d'adaptation au changement climatique qui se met en place. Victor parlait d'approche paysagère du Conservatoire du littoral. En voilà une qui expose bien un petit peu de manière prospective la problématique et le constat qu'on fait, c'est que toute la gestion du littoral telle qu'on l'a pratiquée jusqu'à aujourd'hui, elle offrait pas de perspective d'adaptation à long terme. Tu peux passer à la suivante.
Et du coup, ce travail qui a été fait d'illustration prospective par le Conservatoire du Littoral et le ID Méditerranée, c'est des illustrations justement pour sensibiliser sur les dires d'experts de l'EID Méditerranée à l'adaptation nécessaire au changement climatique. Le chantier dont je vous ai parlé sur Villeneuve-et-Maguelone, là, bien sûr, on est sur une vision à très long terme, certes, mais on voit bien que l'évolution naturelle de nos plages sableuses en Occitanie montre que voilà, il faut aussi réfléchir à s'adapter différemment et pas forcément à travailler sur le littoral comme on l'a fait jusqu'ici. Donc les projections, elles sont claires là-dessus. L'élévation, elle pourra atteindre entre 60 cm et 1 mètre à un horizon de 2100. Et c'est ce type de constat qui nous oblige à anticiper et à engager dès maintenant ces visions un petit peu stratégiques. Donc oui, tu peux passer à la suivante. Donc le changement de cap des politiques publiques, il a été mis en œuvre par le plan Littoral 21, avec justement cet objectif de faire évoluer nos pratiques et de passer de cette logique de lutte à court terme, même si c'est un terme qu'on n'utilise plus depuis un moment, à cette logique d'adaptation à moyen long terme. Donc il y a eu ce constat, ces retours d'expérience au chantier, mais ce changement de pratique, il correspond aussi à une évolution des perceptions. On l'a vu aussi un petit peu avec Oscar. Aujourd'hui, les scientifiques nous disent que il faut sortir du mode réactif, qu'il faut accepter l'incertitude. Les élus, ils intègrent de plus en plus aussi, ils sont quand même sensibilisés, formés, même s'il y a des décalages de perception d'un élu à l'autre. Ils intègrent la responsabilité de préparer l'avenir, que l'inaction, elle sera plus non plus tolérée forcément. Les gestionnaires, je m'intègre dedans, on voit bien le poids financier, les limites techniques des pratiques traditionnelles. Et les citoyens, ils demandent de plus en plus à être associés aux décisions et souhaitent des solutions pour préserver un petit peu leur cadre de vie. Donc en fait, c'est ces croisements un petit peu de regard qui nous incitent à mettre en place ces politiques de recomposition spatiale et qui nous ont incités à co-construire ce plan d'adaptation. Ce plan d'adaptation, on a souhaité justement qu'il soit bien co-construit pour pouvoir bien répondre aux attentes et aux besoins de toutes les catégories d'acteurs et de parties prenantes qu'on a sur le littoral. Et l'objectif principal de ce plan d'adaptation, c'est d'accompagner les territoires littoraux dans la mise en œuvre de leur stratégie locale d'adaptation, de recomposition spatiale, de gestion du trait de côte. On peut intégrer tous ces éléments-là dans ce type de stratégie. Donc il y a une très vaste opération de co-construction qui s'est mise en place, comme vous le voyez sur cette frise temporelle, avec de très nombreux ateliers qui ont permis d'avoir plusieurs enseignements, de déjà définir un petit peu une méthode de travail sur la recomposition spatiale, d'identifier les attentes des territoires vis-à-vis de l'État et de la région, leurs besoins aussi par rapport à des déploiements plus locaux, aux particularités un petit peu spécifiques de leur territoire. On a pu, dans ce cadre-là aussi, travailler sur les bonnes échelles de gestion. On a pu aussi définir justement la gouvernance sur laquelle on va s'arrêter un petit peu. Donc, vous voyez qu'on a travaillé sur de très nombreux ateliers avec une porte d'entrée en lien avec les compétences GEMAPI et aménagement des territoires. Donc, une co-construction institutionnelle sur pas mal d'aspects, mais aussi des ateliers dédiés aux différents experts qu'on peut mobiliser, des ateliers aussi dédiés aux citoyens et à d'autres catégories socio-professionnelles qui occupent le littoral. Donc, tous ces panels d'acteurs ont été invités à co-construire ce plan d'adaptation avec de très nombreux ateliers et des séminaires. C'est un peu ce que vous voyez sur la frise en fait en orange foncé, là, des gros séminaires annuels justement à destination des élus pour justement leur montrer un petit peu l'état d'avancement de cette co-construction au fil du temps. Donc l'objectif de ce plan d'adaptation et ce qui ressort de cette co-construction pour aider les territoires à mettre en place leur stratégie locale, c'est qu'on a co-construit des orientations stratégiques, d'adaptation, de mise en œuvre de trajectoires et aussi de valorisation d'une gestion un petit peu adaptative. Et aussi, on a proposé une offre d'accompagnement avec l'identification de mesures à mettre en œuvre à l'échelle régionale, donc directement par les partenaires du plan Littoral 21 et d'autres acteurs régionaux, et une offre d'accompagnement aussi pour le déploiement plus local de ces stratégies,
avec notamment la possibilité d'avoir des cofinancements de chefs de projet pour l'animation, d'avoir aussi un guide pour travailler sur la recomposition spatiale, et bien sûr un plan de financement dédié aussi pour accompagner le déploiement de toutes ces actions-là. Voilà, tu peux passer à la suivante. Un des gros enseignements de cette co-construction, c'est ce que vous voyez un petit peu sur cette carte, c'est aussi qu'il a fallu définir finalement les bons périmètres sur lesquels on allait pouvoir justement décliner ces stratégies locales, et du coup de voir un petit peu à quelle échelle la recomposition spatiale, l'adaptation au changement climatique au regard de ces risques littoraux, avec cette porte d'entrée-là, elle allait se mettre en œuvre, et donc on a travaillé spécifiquement sur la détermination de ces périmètres-là. Donc qu'est-ce qui a orienté le plus les acteurs à définir ce type de périmètre? C'est sur le volet un petit peu à court terme de la gestion des espaces littoraux et de cette porte d'entrée risques littoraux et renaturation, c'est les unités hydrosédimentaires. Donc bonne échelle de gestion des sédiments et d'analyse un petit peu des risques. C'est aussi finalement l'échelle de l'aménagement du territoire que vous voyez finalement qui ressort un peu du code couleur, c'est l'identification des scots littoraux et de voir quel scot allait être un petit peu mise en œuvre sur la recomposition spatiale. Et c'est aussi les instances de gouvernance déjà en place. Le plan littoral 21 est arrivé à un moment donné où il y avait des états d'avancement très variés sur ces différents espaces littoraux, et il y avait déjà des instances de gouvernance en place qui ont été vraiment pris en compte dans ce cadre-là. Notamment sur le golfe d'Aigues-Mortes, il y a une étude de préfiguration de gouvernance spécifique qui a été mise en place aussi à cette échelle-là, pour que les acteurs du Golfe travaillent ensemble et identifient les actions qu'ils pouvaient mutualiser. Sur le bassin de Thau, c'est un peu particulier. Il y a un atelier des territoires et un projet partenarial d'aménagement qui est d'ailleurs en cours, et donc une gouvernance aussi à cette échelle-là qui a été identifiée. Et un autre exemple sur le périmètre bleu que vous voyez là, c'est la côte sableuse catalane. Il y a un comité de pilotage qui existe depuis 10 ans sur la base d'une animation d'un observatoire, l'OBSCAT. Donc c'est aussi en lien avec ces gouvernances locales déjà en place que ce plan d'adaptation se met progressivement en place. Donc l'objectif, c'était d'identifier ces 6 territoires projets et à partir de là, de venir co-construire une gouvernance à plusieurs échelles. Les stratégies locales d'adaptation. Du coup, tu peux passer à la suivante. Dans le cadre maintenant de la mise en œuvre de cette gouvernance spécifique, c'est aussi des choses qui ont été co-construites, travaillées en atelier. Il y a des ateliers qui étaient un petit peu spécifiquement dédiés à des scénarios un petit peu de gouvernance, et de voir ce qui allait être le plus pertinent pour déployer ces stratégies-là. Il y a eu beaucoup de scénarios proposés, très variables, des scénarios avec un poids local très fort, la création de structures à l'échelle de ces territoires projets, un scénario où finalement les citoyens sont au cœur du dispositif, qui s'appelait un petit peu l'agora du littoral. Il y avait d'autres scénarios plus descendants où l'État et la région conserveraient un rôle très important dans la prise de décision. Et de toutes ces réflexions-là, voilà un peu le scénario de gouvernance qui a été privilégié, qui a été co-construit, qui est finalement un petit peu à cheval entre tous les archétypes sur lesquels on a pu travailler. Et ce qu'on constate, c'est que par rapport aux différents territoires projets qu'on a identifiés, c'est à cette échelle-là que les prises de décision vont être le plus importantes. Et donc, en fait, cette gouvernance, elle met en avant la mise en œuvre de ces stratégies locales, de ces périmètres, avec 6 comités de pilotage qui se créent justement pour amorcer cette prise de décision. C'est le cœur du dispositif de la gouvernance aujourd'hui en Occitanie, ces 6 territoires de projet, avec des élus référents qui ont été identifiés par les territoires, et avec ses compétences à la croisée des compétences GEMAPI et aménagement du territoire. Donc il y a 6 comités de pilotage qui émergent.
L'objectif, c'est aussi de faire en sorte que cette gouvernance, elle puisse être pérennisée. On parle d'adaptation au changement climatique, on parle de temps long, et donc en fait, l'idée qu'on a d'un comité de pilotage dans le cadre d'une stratégie, on peut très bien se dire qu'une stratégie, c'est une étude, et qu'au bout de 2 ans, on passe à des plans d'action de travaux. C'est le retour d'expérience aussi qu'on a des précédentes étapes de travail en Occitanie, des comités de pilotage qui n'ont plus vocation à être mobilisés une fois que les opérations de travaux sont terminées. Sur le temps long, sur la possibilité d'avoir des trajectoires d'adaptation qui se déclinent et qui peuvent être aussi donc remises en question dans le temps. Donc l'objectif, c'est que ce comité de pilotage de territoire se voit doté d'un outil d'aide à la décision, un observatoire local, qui justement permettent de pérenniser la concertation des acteurs au-delà de l'aide à la décision qu'elle apporte. Dans cette gouvernance-là, on a aussi du coup, pardon, tu peux revenir juste à la précédente, merci. Voilà, parce qu'il y a ce sujet aussi qui est important, c'est la manière dont on incite les acteurs locaux à mettre en œuvre un collectif d'appui pour que les citoyens, les usagers et d'autres types d'acteurs soient bien intégrés à cette gouvernance qui paraît comme institutionnelle au premier abord. À l'échelle régionale, le plan Littoral 21 travaille sur de l'animation, la coordination des cofinancements et sur la mise à disposition d'expertise. Voilà, tu peux passer à la suivante. Par rapport à cette gouvernance, ce qui est important aussi, c'est justement le lien qu'on a avec les différentes expertises sur le littoral. On a une expertise, on va dire, traditionnelle sur la porte d'entrée des risques qui est reconnue et des experts qui continuent à être mobilisés. Et que je ne vais pas citer, mais tous les experts dont vous voyez un petit peu les logos et les partenaires de l'État et de la région qui peuvent être mobilisés, mais dans l'optique un petit peu de travailler sur un réseau d'experts vraiment adapté à l'adaptation, des nouveaux champs disciplinaires pour la recomposition spatiale qui sont intégrés progressivement, et on va penser forcément en première ligne aux sciences sociales que peuvent représenter aussi Oscar qui est là, et Hélène Révalette qui n'a pas pu être présente avec nous aujourd'hui. Donc ça, c'est aussi un lien qu'on fait et un accompagnement qu'on peut proposer progressivement au territoire, la mise à disposition de ces experts-là. Tu peux y aller. Dans le cadre des stratégies locales maintenant, c'est important de voir qu'en fait, on a co-construit aussi la typologie d'action qu'on allait retrouver dans ces territoires et qui allait être mise en œuvre par cette gouvernance. Et donc, en fait, dans le cadre de la co-construction, on a identifié ces 3 grandes catégories d'actions qui vont aussi correspondre à une mise en œuvre temporelle de trajectoire d'adaptation à différents pas de temps. Donc, il y a l'idée, ce que vous voyez en vert, d'action préalable ou transitoire, c'est des mesures qui permettent d'atténuer la vulnérabilité à court terme, souvent en réponse à des urgences. Pour essayer de faire simple, bien sûr, c'est plus complexe que ça, mais je fais simple dans le cadre d'une petite présentation. Ensuite, il va y avoir les actions pérennes, en fait, c'est ce que vous voyez en haut en orange là. Et donc en fait, ces actions pérennes, elles doivent s'inscrire dans la durée et elles visent à stabiliser, renforcer la résilience des territoires. On va retrouver tout ce qui est lié aux observatoires, au suivi, à la sensibilisation. C'est ici qu'on positionne, au moins dans ce schéma-là, le fait de privilégier les solutions douces, de travailler avec la biodiversité, sur les paysages, et donc ces solutions fondées sur la nature. Et il y a les actions structurelles d'aménagement qui sont plus complexes à mettre en œuvre, mais aussi plus stratégiques, et qui sont étudiées aujourd'hui à titre expérimental et qui vont se mettre en œuvre de manière progressive et de manière plus structurelle. C'est ici qu'entre en jeu la recomposition spatiale progressive. En fait, dans chacune de ces catégories, les solutions fondées sur la nature occupent une place essentielle. C'est vrai que même si elles sont placées en action pérenne, voilà, c'est aussi pour dire qu'elles peuvent intervenir à chaque étape d'un processus en termes d'action préalable ou d'action structurelle de réaménagement. Voilà, on peut passer à la suivante. Les stratégies locales dont on a parlé, c'est des démarches voilà, qui vont se mettre en œuvre sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Je vous ai aussi dit que l'idée, c'est qu'elles soient pérennisées dans le temps. Et donc, en fait, en parallèle à ça, c'est important, c'est même indispensable de montrer
mais comment cette recomposition spatiale, elle peut se mettre en œuvre de manière très concrète. Donc c'est pour ça qu'on incite les territoires littoraux, en parallèle à chacune de ces stratégies locales, à mettre en œuvre des démonstrateurs de recomposition spatiale. Et notamment sur certaines stratégies qui tardent à se mettre en place, ça peut aussi servir un petit peu d'effet levier pour montrer l'intérêt de poursuivre sur les travaux qui tardent peut-être à émerger. Donc un exemple concret justement de site pilote, comme on le voit à l'écran là, ça pourrait être celui d'un site de bord de mer où on associe la relocalisation, la suppression d'enjeux exposés, avec une action de renaturation, de réhabilitation de cordons dunaires dans ce cas-là. Et aujourd'hui, dans les méthodes qu'on déploie et dans ce type de projet, on souhaite par exemple s'appuyer sur les standards définis par l'UICN pour les solutions fondées sur la nature, afin de garantir que ces chantiers respectent des critères techniques, environnementaux et sociaux bien précis. Donc ces démonstrateurs, c'est l'occasion pour nous aussi là d'impliquer des entreprises locales qui peuvent être mobilisées par exemple pour la production de plantes ou les lots de revégétalisation. On travaille notamment sur ces aspects-là avec la Fédération Verdir en lien avec des pépiniéristes locaux. Et aussi, du coup, avec les habitants qui vont être associés à travers des protocoles de suivi participatif. Tu peux passer à la suivante. C'était justement, du coup, pour faire un peu le lien avec cette dernière possibilité. On parlait tout à l'heure, justement, d'acceptabilité, de co-construction, ce qu'on a fait aussi dans le cadre du mise en place du plan d'adaptation. La participation citoyenne, la co-construction, ça va être un élément central de cette recomposition spatiale, à l'échelle d'un démonstrateur ou même plus globalement, parce que cette recomposition spatiale, elle peut pas être imposée. Et elle va supposer aussi d'impliquer pleinement les habitants, les élus, les professionnels, les associations, parce qu'on touche là, directement à la vie quotidienne des acteurs du littoral, à leur cadre de vie, à leur rapport au littoral. Donc en fait, on l'a vu aussi un petit peu tout à l'heure, mais il ne s'agit pas simplement d'informer la population après coup et que la participation citoyenne, elle intervienne dès le départ dans la réflexion des stratégies et dans la définition de trajectoires d'adaptation. Donc par rapport à ça, on a aidé à développer directement des outils très variés, comme vous le voyez un petit peu à l'écran, des panels citoyens pour garantir un peu la représentativité avec des cycles de formation d'experts et ensuite des cycles un petit peu de propositions d'action par ces citoyens. Une plateforme de débat en ligne qui a pu être testée à l'échelle d'une concertation et sur la commune de Marseillan, donc la plateforme e-débat, des ateliers paysagers justement à l'échelle de ces sites pilotes et pour imaginer de manière un peu collective l'avenir d'un littoral sur un secteur précis. Et ensuite, on déploie des outils aussi pour des formats plus conviviaux comme ce que vous voyez là, la guinguette volante, qui permet d'aborder les enjeux littoraux dans un cadre plus détendu, un cadre de travail plus détendu. Donc voilà un petit peu tous les outils qu'on souhaite mettre à disposition aussi des élus dans le cadre de leur mise en place de stratégie, même si ça c'est pas forcément évident pour tous les élus de bien l'intégrer aujourd'hui. C'est des choses qu'on incite à faire. Donc en fait, notre expérience en Occitanie et la mise en œuvre de ce plan d'adaptation, la mise en place de cette gouvernance, on l'a aussi valorisé à l'échelle nationale et on a participé à l'élaboration de ce guide, d'un guide qui a pour but justement d'aider les territoires littoraux à intégrer la logique de gestion adaptative et ce contexte de devoir travailler dans l'incertitude sur la base de la mise en place de différentes trajectoires d'adaptation. Donc le guide Agir autrement, dont la réalisation a été pilotée par notamment Hélène Révalette, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, il propose justement cette méthode pour construire des trajectoires d'adaptation en fonction des différentes étapes que vous voyez là, et ça reprend un peu la logique qu'on a mis en place dans le cadre du plan Littoral 21, puisque c'est aussi sur la capitalisation de la mise en place du plan d'adaptation qu'on a pu travailler sur ce guide Agir autrement, avec des étapes liées à la mise en place de la gouvernance, à la mise en place de réseaux d'observatoires,
au renforcement de l'information et à la mise en place de la concertation. Donc ces étapes un peu transversales que vous voyez en rouge sur le schéma et qui vont accompagner tout le processus d'adaptation. Ensuite, tout le travail qu'on met en place dans le cadre des stratégies locales et qui ont été repris un petit peu dans ce guide, hein, justement sur la co-construction d'un projet de territoire résilient. Là, on est vraiment sur la notion, peut-être qu'il peut aussi s'identifier de faire émerger des récits prospectifs et de travailler un petit peu sur des imaginaires collectifs positifs qui fixent des caps à atteindre pour qu'ensuite, justement, on décline des plans d'action court, moyen, long terme et derrière qu'on retrouve notre temporalité de mesure comme sur les exemples un petit peu de mesures que j'ai présentées. Et ensuite, la co-construction de ces trajectoires d'adaptation qui intègrent justement à chacune étape du processus ces solutions fondées sur la nature. Donc voilà un peu le guide que je vous encourage à consulter, qui reprend un petit peu la manière dont nous on fonctionne en Occitanie. C'est un guide qui est national, qui intègre énormément de retours d'expérience complémentaires et qui permet aujourd'hui de vraiment pouvoir se projeter sur des nouvelles pratiques. Voilà, je vais terminer là. Merci beaucoup, Alexandre. C'était clair. C'était très clair. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience donc de gouvernance territoriale en Occitanie. Alors, je pense qu'on va passer à la conclusion du webinaire. Juste quelques éléments de synthèse avant de conclure et de se séparer. Donc, on a vu en première partie que la connaissance et la perception des risques littoraux et du rapport à la nature, elle est importante. Elle est complexe, mais elle est possible grâce aux outils de la psychologie sociale. Et donc, on a vu que ces perceptions, ces représentations, elles diffèrent selon les individus, selon les territoires, les groupes sociaux, et qu'elles peuvent influencer la manière dont les usagers des territoires, dont les habitants peuvent adhérer ou s'opposer à des mesures, à des solutions comme les solutions fondées sur la nature. Et donc, c'est important de les connaître afin de travailler au mieux avec ces acteurs qui sont très importants à associer dans des démarches de co-construction et de participation. Et donc, on a vu un exemple de modalité de co-construction territoriale avec l'approche paysagère qui est celle adoptée par le Conservatoire du littoral. Et on a vu que cette approche paysagère, elle est très intéressante pour co-construire une vision commune d'un projet de territoire. Mais lorsqu'il y a des tensions et des oppositions locales, c'est plus compliqué puisque c'est pas forcément une approche qui permet d'en rendre compte et de les mettre en lumière et de les comprendre. On a vu enfin au travers du plan Littoral 21 d'Occitanie que la gouvernance territoriale, elle est cruciale et qu'elle permet donc de mettre en lien des élus, des gestionnaires, mais aussi des scientifiques et des habitants autour donc d'un projet de territoire partagé et que ces instruments de gouvernance, eh bien, ils sont très importants, ils peuvent être participatifs et inclusifs, mais ça prend du temps et ça peut être fait par le biais donc d'outils assez divers que Alexandre nous a présentés. Et on a vu l'importance de l'animation de ces instruments. Et donc, pour conclure, je voudrais juste revenir sur l'importance de l'appropriation des solutions fondées sur la nature, du travail de co-construction et d'inclusion, si on veut que ces solutions, eh bien, elles soient bien adaptées au territoire. Il faut qu'elles soient travaillées avec les acteurs, définies avec eux et co-construites, donc avec des acteurs, des gestionnaires, mais aussi des habitants. Et que les sciences humaines et sociales, elles peuvent aider à permettre cette co-construction et à éclairer eh bien, les connaissances pour permettre cette co-construction et cette inclusion territoriale. Et voilà. Donc, je vais donner la parole à Anaïs et puis je remercie évidemment tous nos intervenants. Merci beaucoup, Johanna, pour cette synthèse et puis merci aux intervenants, effectivement, pour les contenus très enrichissants qui ont été amenés aujourd'hui. Donc, comme on a un petit peu dépassé au niveau du timing, je vais être très courte simplement pour vous repréciser les dates pour les prochains webinaires de la série. Donc, 2 webinaires encore à venir en octobre. Donc, vous avez les dates à l'écran. N'hésitez pas à vous inscrire directement dans le formulaire d'inscription qui est toujours le même pour ce parcours littoral et qui est donc disponible et consultable sur les pages du Life Adapto Plus et du Life Artisan.
Donc les webinaires sont l'occasion d'aborder l'aspect justement sur ces approches, sur ces solutions fondées sur la nature, sur les aspects plus techniques du littoral, et un webinaire plutôt de clôture qui nous ouvrira aussi des perspectives en termes de solutions à déployer sur nos littoraux et qui permettra d'introduire la notion aussi de solutions hybrides. Et enfin, pour les dernières dates de visite terrain, vous aurez donc un rendez-vous en Normandie dans le Val-de-Serre la semaine prochaine. Et la dernière visite qui clôturera ce parcours sera donc celle des Hauts-de-France, donc du côté de la baie d'Authie le 17 octobre. Donc pareil, l'inscription est réalisable directement dans le formulaire du parcours. Donc, on va pouvoir s'arrêter là et remercier également les spectateurs pour leur réaction. Il y a 2-3 questions sur la fin du webinaire qui sont arrivées. Je les transférerai aux intervenants pour qu'ils puissent vous répondre à l'issue de ce webinaire-là. Merci à toutes et tous et puis à très bientôt sur les prochains webinaires du parcours littoral. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Arrivé, je les trouve qu'ils puissent